Alors, bonjour à tous. Si vous êtes dans cette salle, c'est que vous voulez entendre parler des containers et de Kubernetes. Sinon, bah, il est encore temps de changer. J'ai combien? J'ai 40 minutes, c'est ça? Au final? Ok, ouais. Bon, ok, on va essayer. Alors d'abord, je me présente quelques mots. Alain Rigné, je suis architecte technique et entrepreneur, CTO d'Alto Labs. Certains m'ont peut-être déjà vu l'année dernière, j'avais fait un talk sur la Google Cloud Platform. Je suis GDE, Google Developer Expert. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Et surtout, je suis le cofondateur à Paris du GDG Paris. Donc un peu l'équivalent du GDG Toulouse ici. Chez Alto Labs, on fait notamment du consulting et du développement autour de technologies cloud, pas mal de Kubernetes notamment, et on fait du prototypage et de l'accompagnement de startups. Donc en gros, on aide les startups à développer leur premier proto ou leur premier POC. Petite question déjà, qui fait du Docker déjà? Ok. Qui fait du Kubernetes déjà? Ok, donc on va passer un peu plus de temps sur les bases. La question qui tue, qui fait du Docker en prod? On a peut-être atteint 10 bientôt, hein, bientôt. Donc quelques mots. Alors je suis désolé, le setup est un peu particulier. Je peux pas voir ce que mes slides, donc il faut que je regarde par là-bas. Juste quelques mots au niveau de l'évolution du développement logiciel depuis 20 ans. On est passé d'applications monolithiques développées sur des cycles très longs de développement à un type d'architecture orientée microservices avec des cycles beaucoup plus courts. Je ne sais pas si vous utilisez tous, si vous faites tous des sprints de... J'ai pas demandé, mais qui est développeur? Voilà, on parle de les bases. Bon, ok. Je ne sais pas si vous faites tous des sprints de 2 ou 3 semaines au niveau développement. C'est quand même quelque chose qui se démocratise beaucoup. On a aussi une évolution au niveau de l'infrastructure. On est passé de serveurs avec un operating system, des librairies et des applications à une virtualisation de la machine, donc sous la forme de... Oula. Essayez de pas trop bouger. Vous voyez bien les slides, ça va? Ok. Sous la forme de machines virtuelles, où on mettait en parallèle donc des VM avec l'OS à chaque fois et avec les librairies. Et on est en train de passer à la virtualisation de l'environnement d'exécution. Donc en gros, on n'a plus que l'application et les quelques librairies nécessaires qui sont séparées dans ce qu'on va voir qui sont des containers. Alors les containers, l'idée qu'on a en temps normal, c'est un peu ça. En gros, qu'est-ce qu'un container? C'est une enveloppe qui permet de packager une application avec juste ce dont elle a besoin. Ça peut contenir n'importe quoi, ça peut être déployé tel quel partout. Ça utilise le kernel de l'autre qui est en dessous. C'est isolé de l'autre, mais exécuté quand même directement dessus. Et surtout, ça a son propre espace processus et sa propre interface réseau. Et ça, on y reviendra. C'est un point important. Alors pourquoi utiliser les containers? Bon, il y a pas mal de raisons. Ça démarre beaucoup rapidement qu'une VM. Hein. Quand on lance un container, c'est quasiment instantané. Les tailles d'image sont beaucoup plus petites que celles des VM. On a de meilleures performances. On peut faire du multi-cloud, on peut passer d'un cloud à l'autre, on peut passer d'un environnement à l'autre avec exactement la même brique. Et en gros, on peut faire des architectures microservices de manière assez simple. On peut aussi isoler l'héritage technique. Alors ça, c'est un point important. Je ne sais pas s'il y a de l'écho. Vous avez de l'écho ou ça va? Bon, ok. On peut par exemple avoir sur la même machine dans 2 containers différents des versions complètement différentes de librairies, voire même des applications un peu anciennes, sans que ça impacte le reste. Si vous vous êtes déjà battu avec ce genre de dépendance, vous voyez exactement de quoi je parle. Parmi les développeurs, qui fait du Java? Ok. Et qui est plutôt Python? Ok. PHP? Ok. JS? Ok, un peu. Ok, d'accord. Bon, bah, ça tombe bien parce que mon exemple est en Java, mais en fait, il s'appliquera à d'autres langages. Alors en fait, les containers, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas nouveau. On a beaucoup en tête le fait que y a Docker, une société qui a fait pas mal de choses autour des containers, mais si on remonte un peu en histoire, on a eu d'abord CH-Root, on a eu les BSD Gel en 2000, on a eu les containers et les zones de Solaris en 2004. Alors on est en 2017, hein, c'est pas nouveau. Les Linux containers en 2008, mais au final c'était assez compliqué à mettre en œuvre sous Linux.
Deux technos particulièrement importantes qui ont permis l'utilisation des containers. D'abord les 6 groupes, qui sont des groupes de contrôle qui permettent de mieux gérer les ressources, que ce soit CPU, mémoire, disque, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été créé au départ par Google, ça peu de gens le savent, et donné au noyau Linux. Et ça a été intégré au kernel début 2008. Donc c'est pareil, ça remonte un petit peu. Et enfin les namespaces qui permettent d'isoler les ressources et de vraiment cloisonner ce qui tourne sur la machine. Est arrivé Docker qui a apporté une grosse simplification d'utilisation. Et c'est vraiment ça le point important avec Docker. Finalement les briques existaient déjà, ou la plupart, mais c'était assez compliqué à utiliser. Et maintenant c'est beaucoup plus simple. Alors, un petit historique sur Docker. À la base, c'est une boîte qui s'appelait le .cloud. C'est une boîte française. Ils avaient un pass avec un container engine qui était écrit en Python. Ils sont partis à San Francisco, ils ont levé de l'argent. Et puis, ça avançait pas beaucoup sur leur pass. Fin 2012, ils ont réécrit leur container engine en Go. Et ils l'ont open sourcé. Et alors là, gros succès dans les mois qui ont suivi. Réaction très positive, tellement bien qu'ils ont changé le business de la boîte pour développer ce container engine. Et ils ont levé en moins d'1 an 135 millions de dollars. Je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs, des startups dans la salle, mais c'est quand même quelque chose d'assez étonnant et en même temps impressionnant d'arriver à lever autant d'argent là-dessus. Alors la vraie valeur, c'est la communauté, c'est le fait que les gens se sont mis à embrasser la technologie très rapidement. Quelques rappels, le Dockerfile, c'est le fichier qui contient la liste d'instructions pour construire le container. Le Docker Hub, la librairie sur laquelle on publie les images, on va pouvoir les partager. Une des bonnes idées aussi, c'était d'utiliser un Union File System, c'est-à-dire de ne sauvegarder que les deltas par-dessus le file system de base. Avec un écosystème applicatif en construction, mais qui commençait déjà à être assez gros. Un outil pour regrouper plusieurs containers ensemble, Docker Compose, pour créer une application un peu plus complexe. Et puis plus récemment, les développements autour de la version community par rapport à la version entreprise. Et donc, comme je disais, une très grosse communauté. Un petit exemple de Dockerfile, donc c'est un fichier texte qui décrit comment on va construire le container. Donc on part d'une image de base en haut, on exécute quelques commandes, on y copie des fichiers et on expose des ports sur lesquels on va pouvoir se connecter pour se connecter à l'intérieur du container. Quelques exemples de lignes de commande. Par exemple, pour créer une image, on fait un Docker build en spécifiant le nom de l'image et le répertoire dans lequel on travaille. On va pouvoir lancer un container avec une ligne de commande comme ça. On va pouvoir se connecter dessus et exécuter un shell, par exemple bash, pour avoir la main à l'intérieur du container. Et là, on se retrouve dans un environnement qui ressemble un peu à une VM, sauf qu'on est dans le container. On peut voir les containers qui tournent et on peut voir les images que l'on a créées ou téléchargées. Alors les containers, c'est bien gentil. Voilà un peu les porte-containers qui sont utilisés aujourd'hui pour transporter des choses d'un endroit à un autre. Je ne sais pas si vous connaissez celui-là. Le problème, c'est quand on commence à mettre beaucoup de containers comme ça, on peut se retrouver comme ça. Et donc ça, c'est vraiment un bateau, le Rena Monrovia, qui a eu des soucis. Plus on a des containers, plus on va avoir des besoins pour organiser et gérer les containers. Alors, en gros, Docker permet facilement de créer, déployer, d'exécuter des containers. Il faut voir qu'au départ, c'était utilisé surtout en local, notamment par les devs, puis peu à peu jusqu'en production, de la blague de tout à l'heure, parce qu'effectivement, l'idée du développeur qui construit son container et puis qui dit « Allez, tiens, voilà, mets ça en prod », avec tous les problèmes de sécurité, de mise à jour, de mots de passe oubliés qui se retrouvent dans le container, etc. Il y a eu quelques cas assez fâcheux autour de ça. La grosse question, c'est comment on fait pour gérer, planifier le cycle de vie de ces containers, comment on accède à une montée en charge efficace et comment on manage de grosses quantités de containers. Et donc pour ça, on a besoin d'orchestration. Le terme, je ne sais pas si vous l'avez beaucoup entendu ou pas, mais c'est vraiment un terme qu'on entend de plus en plus. Alors il y a plusieurs solutions, y compris les solutions internes donc de Docker maintenant qui s'appelle Docker Swarm, ou le Swarm Mode plus exactement, Apache Mesos et Kubernetes. Alors ça c'est le symbole de Kubernetes.
c'est un mot d'origine grecque qui signifie le timonier, donc celui qui tient le gouvernail. C'est une solution open source qui est issue, qui est inspirée du projet Borg, qui est le projet utilisé par Google en interne depuis maintenant des années pour vous fournir tous les services que vous utilisez, les Gmail, Google Drive, etc., qui tournent en fait sur des containers depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est développé avec des partenaires, donc Red Hat, CoreOS, IBM, Microsoft. C'est écrit en Go, le langage créé par Google. Ça peut tourner en local, sur le cloud, sur des machines physiques, sur des machines virtuelles que l'on prend chez les prestataires cloud. Un des points importants, c'est qu'il y a une API REST et qu'en fait, on fait beaucoup de choses via cette API. Et l'objectif, c'est de gérer directement, non plus les machines, mais les applications. Alors, juste un petit historique par rapport à Google, c'est toujours intéressant de le savoir. Donc, ils utilisent des containers depuis 2004. Ils ont donc contribué cgroups au kernel Linux. En 2014, ils ont annoncé qu'ils lançaient 2 milliards de containers par semaine. Je ne sais pas si ça parle un peu en termes de volume, mais c'est quand même assez énorme. Alors, ça ne veut pas dire que... en fait, ils ont lancé beaucoup, mais ils ont tué aussi beaucoup. On verra après pourquoi. Et donc, ils utilisent des containers en production depuis plus de 10 ans. Ça aussi, il faut le savoir. Docker, vous avez peut-être utilisé, vous avez entendu parler de Docker depuis quelques années, mais certainement pas depuis 10 ans. Et ils ont open sourcé un truc qui s'appelle Let Me Contain That For You, qui était une version basée sur ce qu'ils utilisent en interne. Et puis au final, ils ont mergé un peu les fonctionnalités intéressantes avec LibContainer et avec ce que fait Docker. Le point intéressant aussi, c'est que le Borg permet de manager ces containers chez Google, donc c'est le nom de l'application, et en fait Kubernetes est vraiment basé sur ce que Google a appris pendant ces 10 ans. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec Kubernetes? On peut déployer une application sous forme de container rapidement, on peut automatiser le déploiement, on peut organiser les containers en groupe, faire du load balancing. Un des aspects vraiment importants, c'est qu'on va déclarer l'architecture cible. On va dire, je veux tant de containers qui aient ce rôle-là, tant de containers qui aient ce rôle-là, qu'ils communiquent entre eux de telle et telle manière. Et c'est le système qui va se charger de maintenir cette architecture. C'est-à-dire que sur votre cluster de machines physiques sur lequel vous allez déployer Kubernetes et mettre vos containers, si jamais il y a un nœud qui tombe, donc une machine physique, ou si jamais il y a un container qui plante, eh ben c'est Kubernetes qui va se charger d'aller recréer les containers qui manquent, d'aller reconfigurer de manière à maintenir cette cible. Et dans certains cas, donc, détecter les problèmes tout seul et les résoudre. Bon, il y a eu pas mal de changements jusqu'à l'année dernière, c'est beaucoup plus stable. Ceux qui avaient touché à Kubernetes il y a 1 an et demi, 2 ans, sont passés par des phases un petit peu moins drôles, avec des changements non compatibles. C'est beaucoup moins le cas maintenant. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est cette image? Je vais expliquer après. Ouais. Voilà, exactement. Donc ça, c'est une figure assez intéressante qui illustre le lancement de Pokémon Go. Tout le monde sait ce que c'est, l'application, le jeu Pokémon Go, le jeu mobile. Ce qu'il faut savoir, c'est que le back-end a été déployé sur Kubernetes, sur le cloud de Google. Et ce qu'on voit en bas, c'est la charge qu'ils avaient prévue au départ, donc c'est la ligne orange. Ce qu'ils pensaient allait être le pire cas, le pire scénario qu'il fallait être capable de tenir, c'est ce qui est en rouge. Et en vert, c'est ce qui s'est vraiment produit. Et ça a été un phénomène énorme. Alors il y a eu quelques petits problèmes au tout début de disponibilité parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui se sont rués dessus, mais ils ont réussi à faire une montée en charge énorme, notamment pendant les premiers mois où beaucoup de joueurs jouaient donc à Pokémon Go. Et en fait, s'ils ont réussi à le faire, c'est parce qu'ils étaient sur Kubernetes, sur la plateforme de Google. Alors le fonctionnement, en gros, on utilise des objets qui représentent les applications à déployer, qui représentent la charge à supporter, les images des containers que l'on va utiliser. On définit l'état cible et ensuite c'est Kubernetes qui s'occupe de démarrer, d'arrêter les containers, de les déplacer d'un nœud à un autre pour les histoires de maintenance et en gros de maintenir cette cible. Quelques concepts, donc le cluster c'est un ensemble de machines physiques ou virtuelles sur lesquelles on va faire tourner les applications. Un node c'est une de ces machines. Un namespace, c'est ce qui va permettre de séparer nos applications, c'est-à-dire nos groupes de containers. On va pouvoir avoir des namespaces différents et faire tourner sur le même cluster différentes applications. Et enfin, kubectl, c'est l'application en ligne de commande qui nous permet d'interagir avec Kubernetes.
Alors, quelques concepts de base. Le pod, c'est un groupe de containers qui sont déployés ensemble. Ils sont toujours démarrés ou arrêtés en même temps. Ils partagent le même réseau, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont pouvoir communiquer, les containers d'un même pod vont pouvoir communiquer les uns avec les autres en utilisant localhost, ce qui est assez pratique dans pas mal de cas. Ils vont pouvoir partager des données via ce qu'on appelle les shared volumes. Donc en gros, on va monter un volume dans plusieurs containers en même temps. Et donc, quand un des containers écrira dans ce volume, ce sera accessible par les autres containers au sein du pod. Et surtout au niveau réplication, tous ces containers vont être répliqués ensemble, ce qui permet de maintenir une architecture stable. Donc quelques exemples de commandes, par exemple pour créer un pod, je sais pas où j'ai ma souris, ouais. On fait un kubectl create et on lui passe un fichier YAML, qui est un fichier qui va décrire le contenu du pod. On y reviendra après. On peut demander le nombre de pods, on peut supprimer un pod, voilà. Donc un autre élément important, c'est ce qu'on appelle le volume, qui est un espace de stockage qui va être attaché, qui peut être persisté ou pas. Des fois, on ne le souhaite pas ou on n'en a pas besoin. Il y a différents types de volumes. On peut démarrer avec un volume vide, on peut prendre un espace de stockage sur le nœud sur lequel on est, et on peut prendre de l'espace de stockage persistant. Par exemple, sur Google Compute Engine, on va prendre un persistant de disque. On va pouvoir sur Amazon prendre un Elastic Block Store et y accéder depuis nos containers. Donc là, le point intéressant, c'est de voir comment ça se passe. En fait, on peut créer un volume en disant « je le veux de type empty-dir » et on va simplement, dans la définition de notre container ici, où on spécifie l'image du container, on va dire « montre-moi dans le répertoire /apps de mon container ce fameux volume ». Alors là, il se trouve que c'est un volume qui est vide. Alors il est vide parce que comme ça, on va pouvoir le monter dans différents containers du pod en même temps. Et donc, ce répertoire va être partagé par tous les containers. Mais ça aurait pu être un autre type de volume, et notamment de l'espace de stockage persistant de votre prestataire cloud. Alors les labels, c'est ce qui permet de faire des paires clés-valeurs qu'on attache aux objets, qui vont permettre de filtrer les résultats des commandes et qui vont permettre de définir un certain nombre de comportements. Donc on rajoute simplement une section label avec la clé et la valeur qu'on a choisie. Et on peut dire par exemple, donne-moi tous les pods qui ont le label app front. Ça va nous permettre de séparer dans notre application ce qui est front, ce qui est back, ce qui est middle, ce qui est voilà. On peut aussi s'en servir pour différencier, quand on est sur le même cluster, tout ce qui est environnement de dev, environnement de test, environnement d'UAT, voire même environnement de prod, même si je ne le conseille pas de le faire comme ça. Alors l'élément super important qui est apparu au bout d'un moment dans la vie de Kubernetes, mais qui n'était pas là au départ, c'est ce qu'on appelle le déploiement. C'est vraiment l'élément central depuis Kubernetes 1.2. Ça nous permet de déclarer l'état cible à atteindre, c'est-à-dire le contenu des pods en termes de containers, qu'est-ce qu'on va faire avec, comment on va répliquer, comment on va mettre à jour. L'idée, c'est qu'on a un fichier YAML de ce type-là, donc avec un kind qui est de type déploiement. Tous les objets Kubernetes ont dans leur description un type kind qui spécifie de quel type d'objet il s'agit. Et dans les spécifications, j'ai encore perdu ma souris, voilà, on va lister tous les containers que l'on veut avoir dans ce pod. Et on peut en avoir un paquet. Alors, ça n'a pas toujours du sens. Hein. On peut aussi créer des pods différents avec des rôles différents. Mais voyez bien un pod comme un regroupement de containers. On spécifie donc l'image du container, le type de policy, quel est le port exposé, etc. Donc ça, c'est vraiment l'élément central. Un deuxième élément que l'on utilise maintenant, c'est ce qu'on appelle les services. Alors, le vrai problème, c'est que les pods sont éphémères. Ils vont être tués, recréés à la volée par Kubernetes en fonction des besoins sous-jacents, la machine physique qu'il faut redémarrer, qu'il faut mettre à jour, etc. Et le problème, c'est que puisqu'ils sont éphémères, leur IP va changer dans le temps. Or, si l'IP du pod et donc des containers qui sont à l'intérieur changent, comment on fait pour pouvoir l'atteindre? Alors, pour ça, on utilise ce qu'on appelle un service. Et c'est ce qui va permettre à des pods front-end, par exemple, qui contiennent un Apache, d'accéder à des pods back-end avec du Tomcat ou d'autres technologies, sans se soucier de l'IP qu'ont ces pods à n'importe quel moment. En fait, on va se connecter via le service. Alors, en gros, le service, ça permet d'accéder à des pods via une même IP qui est durable dans le temps. La manière à laquelle ça fonctionne, c'est que on va avoir dans la définition du service ici, ce qu'on appelle un selector, qui définit un label, par exemple là c'est AppMyApp, et en gros, tous les pods qui ont ce label-là
deviennent une destination de ce service. Donc on va taper, nous depuis le front, on va taper sur le service. Le service sait à tout moment tous les pods qui ont ce label-là et va nous balancer la charge sur les pods en question. Alors, il y a différents types de stratégies, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Il y a différents types de services. Et il y en a un qui est load balancer, où ça peut être vraiment du load balancing de base entre ces pods. Et on va pouvoir se connecter sur le service sur un port donné qui est défini ici, qui est port. J'ai encore perdu ma souris, je suis désolé. Il fera un petit laser qui est port, voilà. Et target port, ça va être le numéro du port sur les pods. Une astuce là-dessus qui est assez intéressante, c'est qu'on va pouvoir utiliser une chaîne de caractères et non pas un numéro de port pour la cible. Et donc chacun des pods pourra avoir un numéro de port complètement différent tant qu'on a la chaîne de caractères qui est mappée dessus. Les probes, c'est ce qui va permettre de vérifier à tout moment que le pod fonctionne, que les containers fonctionnent. Donc ça peut être des connexions socket, des commandes, des simples HTTP GET. Et c'est grâce à ça que Kubernetes va savoir s'il doit tuer un pod ou relancer un container à l'intérieur du pod parce qu'il y a un problème. Enfin, dernier élément important qui est arrivé aussi un peu plus tard, ce qu'on appelle un ingress. Alors un ingress, c'est juste une collection de règles qui vont nous permettre d'atteindre les ressources du cluster, donc les services, de faire du vrai load balancing, d'avoir une terminaison SSL. Donc en gros, on va pouvoir sécuriser notre service entre l'extérieur et l'ingress, et ensuite en interne avoir simplement des requêtes HTTP de base sans avoir à gérer nous-mêmes la partie sécurité. Et c'est particulièrement intéressant quand on utilise un service comme Let's Encrypt, parce qu'on le configure au niveau de l'ingress, c'est fait. La mise à jour des certificats tous les 3 mois aura lieu automatiquement et on n'a plus besoin de gérer la partie sécurité derrière. On peut faire deux choses intéressantes, on peut faire du virtual hosting et des paths différents. Donc si on regarde ici, là la spécification de l'ingress, elle dit mon hôte c'est myserver.mydomain.com. Si on me demande /tespace1 sur ce nom, envoie les requêtes au service qui s'appelle service 1 sur le port 80. On a vu juste avant ce qu'était un service. Si par contre on me demande testpath2, envoie-le vers un autre service. Donc voilà un exemple des choses qu'on fait avec un ingress. L'autre exemple, c'est de faire carrément du virtual hostname, c'est-à-dire de dire j'ai plusieurs domaines différents qui peuvent pointer vers cet ingress et en fonction du nom qui a été envoyé, je balance ma charge sur un service ou sur un autre. Donc là en l'occurrence, service 1 ou service 2. Donc c'est particulièrement pratique quand on utilise un service de Kubernetes hosté, comme celui de Google ou comme celui qu'on a sur Amazon maintenant, et celui qu'on aura bientôt chez Amazon quand ce sera lancé, parce que toute la configuration du load balancer, de la sécurité, etc., ça se mappe sur les vraies ressources du cloud qui est en dessous. Alors, on rentre un peu dans la partie application. Donc l'idée, c'est d'illustrer comment déployer une application web en Java avec du Tomcat. On va regarder comment on fait une mise à jour, comment on monte en charge, mais surtout comment on le déploie sur le cluster. Alors, au départ, ce qu'on fait, c'est que c'est une application Java sur Tomcat. La première chose à faire, c'est de se connecter sur sa console. Alors là, moi, j'utilise Google Container Engine, qui encore une fois est une offre hébergée de Kubernetes offerte par Google, mais ça pourrait être sur Azure, sur ACS, ça pourrait être chez d'autres prestataires. Par contre, là, je me connecte vraiment sur le Kubernetes hébergé. On peut aussi aller sur des offres de machines virtuelles, comme AWS, prendre plusieurs machines virtuelles, installer nous-mêmes Kubernetes dessus et le gérer nous-mêmes. Là, je passe cette partie-là pour me consacrer à la partie appli et utiliser et bénéficier des connaissances de Google ou de Microsoft sur le sujet. Pour la petite info, un des fondateurs de Kubernetes qui était chez Google travaille chez Microsoft depuis maintenant 1 an et demi et a fait un gros push sur Kubernetes chez Microsoft, et c'est pour ça que maintenant il y a un gros écosystème Kubernetes aussi sur Azure. D'abord, je fais quelques configurations de variables, le nom de mon projet, le nom de ma zone. Je crée mon répertoire.
Je prépare un servlet très simple, donc c'est vraiment très basique pour que tout le monde comprenne, ça pourrait être dans un autre langage. La seule chose que je fais dans ce code, c'est que je reçois une requête web et que j'envoie une réponse en disant hello avec le paramètre qui est donné, avec la date actuelle, et je fais une petite entrée de log. C'est pas du tout comme ça qu'il faudrait faire sur une vraie application, mais c'est juste pour illustrer. Donc la première chose à faire, ça va être de créer les containers. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer l'application en mode sidecar. Ça, c'est une best practice quand on fait du Kubernetes. En gros, on va avoir 2 containers dans mon pod, un container avec Tomcat et un container avec mes fichiers WAR qui vont être déployés. L'idée étant que je vais pouvoir mettre à jour Tomcat complètement indépendamment de mes applications de mes WAR, et pareil, je vais pouvoir mettre à jour un WAR sans toucher à la partie Tomcat. Et je pourrais aller plus loin, avoir d'autres containers dans le même pod. Par exemple, un container qui servirait de connexion proxy vers un serveur MySQL, par exemple. On pourrait regrouper tout ça dans un pod et puis avoir ensuite autant de pods qu'on veut avec des instances en parallèle. Donc je crée d'abord mon image pour Tomcat. Je crée un Dockerfile tout simple en disant je prends la version 7 de Tomcat. Je construis mon image en faisant un Docker build. Donc on voit un peu ce qui se passe, le pool, etc. Bon, c'est pas particulièrement intéressant. Je vérifie mes images. J'ai bien maintenant le Tomcat qui a été récupéré et l'image que j'ai créée qui s'appelle areg/mytomcat. Et je peux le tester. Donc je fais un Docker run. J'expose mon port 8080 pour me connecter dessus et je vérifie que je vois bien les logs de Tomcat. Alors quand on est sur GKE, un point intéressant aussi, on a ce qu'on appelle le Cloud Shell. Qui connaît le Cloud Shell? Ouais, pas grand monde. Alors en gros, le Cloud Shell, c'est ce qui va vous permettre dans le navigateur, ça marche sur Chrome et Firefox, je ne sais pas pour les autres, de vous connecter sur une VM Linux quelque part dans le cloud et d'avoir accès à vos ressources de la plateforme Google Cloud Platform. C'est des minutes? Oh, j'ai eu peur. De vous connecter donc à vos ressources et de travailler avec. Et un des points particulièrement intéressants, c'est que vous avez donc dans la partie inférieure de votre navigateur un shell. Vous tapez vos commandes Linux, elles sont exécutées automatiquement, et vous allez pouvoir créer de manière très simple un pont entre le contenu de ce shell et votre navigateur, qui va vous permettre de tester ce que vous exposez sur le port 8080 par exemple. C'est-à-dire que vous allez pouvoir tester vraiment un truc qui tourne très très loin, où il faudrait connecter le firewall, il faudrait ouvrir des flux, etc. Vous n'avez rien à faire, c'est temporaire. Tant que vous le lancez et que vous passez par le même navigateur, vous aurez accès et vous pourrez tester. Je l'illustrerai tout à l'heure. Donc là, l'idée, c'est j'exécute mon... Alors oui, pardon. Je peux aussi exécuter une commande bash pour me connecter à l'intérieur de mon container et voir ce qu'il y a dedans. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais taguer mon image pour la préparer, pour l'envoyer sur la registrie d'images de container de Google. J'aurais pu utiliser Docker Hub, là j'utilise celle de Google. Un des intérêts, c'est qu'elle est privée par défaut, que c'est gratuit ou presque, enfin que ça fait partie de ce que vous avez au départ, et que donc les images seront taguées, commenceront par gcr.io, qui est donc la registrie officielle de Google. Une fois que j'ai tagué mon image, je me retrouve bien ici. Faut que tu souris, si elle est là. Je me retrouve bien ici avec la même image, en faisant un Docker image, simplement avec le tag qui est préparé. Xtrav42Cube, c'est le nom de mon projet sur la Google Cloud Platform, ça pourrait être n'importe quoi. Et enfin, le nom de mon image et le tag interne de l'image. L'étape d'après, c'est que je vais pousser cette image, un peu comme je le ferais sur Docker Hub, sauf que là, je le pousse sur la registrie de Google. Ça va envoyer mon image, et une fois qu'elle est envoyée, elle sera accessible de manière très simple sur mon cluster Kubernetes sur GKE de manière transparente. Si vous avez une erreur 400 quand vous faites ça, il faut vérifier que vous avez bien activé la facturation sur votre compte, même si vous ne voulez pas dépenser, que vous ne dépenserez rien, il faut que ce soit activé pour que ça marche. Et donc après, je peux aller donc sur l'interface de la Google Cloud Platform, voir mes images Docker, et donc effectivement trouver là-haut, dans le nom de mon projet, mon image qui s'appelle Tomcat 7 avec la première version qui est la version 1. Maintenant, je vais créer l'image de la partie applicative, c'est-à-dire c'est là où je vais mettre mes WAR. Je pourrais avoir plusieurs images d'ailleurs et plusieurs containers différents. Là, ça n'a pas grand intérêt pour l'illustration. Donc là, ce que je fais, c'est que je crée ce répertoire que j'appelle Web Apps
image, je vais copier mon fichier WAR dedans. Je crée un petit Dockerfile puisque je veux quand même construire un container. Donc je pars d'Alpine, hein, on peut mettre ce qu'on veut. Moi j'aime bien installer Bash dedans, ça me permet de rentrer dans le container n'importe où et d'avoir la main, de voir ce qui s'y passe, de faire un ls, de voir si les choses se sont bien passées. Et simplement j'y copie mon fichier WAR ici dans le container. Et enfin je fais un tailf devnull pour être sûr que le container ne soit pas stoppé. Même s'il ne va rien faire de très concret à part copier le fichier au départ, je veux qu'il tourne. Je crée mon image Docker en faisant un build, donc ça c'est standard. Je peux le tester. Alors là ce que je vais faire c'est que je vais exécuter mon container et je vais me connecter dessus avec Bash. Et l'idée c'est tout simplement d'aller vérifier que dans mon répertoire web apps, j'ai bien le WAR que j'ai mis. Donc mon déploiement est bien dessus. Je ressors, je tag mon image. Je vérifie mes images, j'ai bien maintenant une image ici qui s'appelle Web Apps. Et je fais pareil, je la pousse sur la registry de Google. Je peux aller voir dans ma registry et je vois bien que maintenant dans Web Apps ici, j'ai la version 1 de mon image. C'est là que je verrai les autres images par la suite. Alors ensuite, il faut créer quand même le cluster. Même si on est sur une offre de Kubernetes dédié, à un moment donné, on va quand même créer un cluster. Donc là, je fais un truc très simple. Je vérifie la zone dans laquelle je suis. C'est une que j'ai choisie. Alors, si vous êtes sur GKE, vérifiez. Il y a des zones qui coûtent moins cher que d'autres. Et tant que vous faites du dev, autant prendre la moins chère, c'est pas la peine. Donc, US East marche bien. Et en général, elle n'est pas trop chère. Et là, voilà, la commande qui va me permettre de créer très simplement un cluster Kubernetes sur l'offre Container as a Service de Google. Donc je fais un container cluster create, je l'appelle ksmall. Je dis que je veux que 2 nœuds parce que je ne suis pas très gourmand pour le moment. Je spécifie la zone, le type de machine. Le type des machines, c'est celui qu'on utilise au niveau VM chez le cloud provider, donc il y a l'équivalent chez Amazon ou chez Azure. Ça me crée mon cluster, ça peut prendre 1-2 minutes, ça dépend. Et ensuite, pareil, dans ma console de la cloud platform, je peux voir ma ressource, mon cluster ici. Je pourrais très bien avoir plusieurs clusters listés ici. Et je peux aller voir les machines virtuelles qui ont été allouées sur Compute Engine, donc sur l'offre de VM de Google, et qui servent de back-end à mon cluster. Alors ensuite, on va créer les composants. Donc je crée un premier déploiement tout simple. Le voilà, donc je l'appelle MyWebAppDeploy. Oups, pardon. Un peu vite. Les points intéressants ici, je spécifie mon image. Donc dans mes conteneurs, j'en aurai 2. Le premier qui va s'appeler Web Apps, qui prend cette image-là que j'ai mise sur la registry de Google. Je crée une deuxième image ici, qui est celle de Tomcat 7, comme je l'ai dit. Et là, on en revient à ce que j'expliquais tout à l'heure. Je vais créer ici un volume qui va être vide, il va être créé au démarrage. Et ce volume qui s'appelle AppVolume, je vais le monter sur mon premier container dans le répertoire apps et je vais le monter dans mon deuxième container, celui de Tomcat, dans le répertoire user local Tomcat Web Apps. Ça tombe bien, puisqu'au démarrage de Tomcat, c'est là qu'il va aller chercher les WAR. Alors la petite astuce en fait là-dessus, c'est qu'au démarrage, au démarrage du container qui contient mes web apps, je fais un copie de mes WAR dans /apps. /apps, vu du container web app, c'est celui où j'ai monté ici l'espace de stockage que j'ai créé. Donc en gros, au démarrage de mon container web app, je vais prendre le WAR qui est dans le container, je vais le copier dans le répertoire partagé et automatiquement, il va être trouvé par Tomcat au démarrage dans le répertoire user local Tomcat Web Apps de Tomcat. Et donc, il va s'exécuter. Alors, il y a une petite astuce là ici. On n'a pas besoin d'avoir tout ça. Normalement, la commande ici, c'est une seule ligne de commande. Mais j'ai pas mal lutté pour arriver à pouvoir exécuter plusieurs commandes. L'idée, c'est que si on met une commande, en fait, ça va être un script qui sera dans le container, bon, voilà. Mais en spécifiant la commande de cette forme-là, sh-c, et en mettant le point virgule comme ça, on arrive à exécuter plusieurs commandes de suite. Ça m'a valu beaucoup de points sur Stack Overflow quand j'ai réussi à faire ça, parce que c'est un problème assez courant. Voilà, donc juste un petit tip. Le deuxième composant qu'on crée, c'est le service. Donc le service, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il a un selector.
et il va pointer vers les pods qui ont le label App My Web App, donc comme ceux que j'ai créés juste avant. Je l'ai créé de type load balancer pour qu'en plus il soit mappé sur un vrai load balancer. Le session affinity, c'est ce qui va me permettre d'avoir des sticky sessions si vraiment je le veux. C'est-à-dire, une fois que j'ai fait une requête, il va toujours m'envoyer vers le même pod. Alors comment on fait pour lancer tout ça? Je fais un create du déploiement, tout simple, et en quelques secondes, alors si on a une erreur de ce type-là, de type did not find expected key, il faut vérifier les espaces et les tabulations. C'est assez pénible quand on fait du YAML, ce genre de choses. Il faut faire attention aux espaces et aux tabulations. Donc après, ce que je fais simplement, c'est un kubectl get deployment pour voir mon déploiement. Je vais voir aussi mes pods. Je peux voir ici que j'ai un pod qui a été créé avec 2 containers. Simplement, il n'y en a aucun qui est prêt. Et il est en mode container creating. Donc je vais attendre un petit peu et au bout de quelques secondes, mon pod ici aura bien ces 2 containers qui tournent et sera dans l'état running. Donc là, c'est bon, ça passe. Alors oui, quelques tips. Pour supprimer un déploiement, on fait simplement kubectl delete deployment et le nom du déploiement. Je peux même détruire mon cluster si vraiment je le veux en utilisant la commande gcloud. Ensuite, je vais créer mon service. Donc pareil, même principe, create -f et le nom du fichier qui contient la description du service. Je peux faire un get service pour voir mon service. Le point intéressant ici, c'est que dans la section external IP, j'ai pending. Et au bout de quelques secondes, voire même une minute, je vais avoir une vraie adresse IP ici qui m'aura été attribuée par la couche qui est en dessous et qui sera en fait l'IP du load balancer. Et c'est cette IP que j'utiliserai depuis l'extérieur pour accéder à mon service. Donc je refais un get service un peu plus tard. Ça y est, j'ai mon IP externe. Et je peux ouvrir mon navigateur pour aller voir directement sur cette IP externe et avoir accès à mon application. Donc quand je teste l'application, je vois le hello, j'ai pas mis de paramètres et la date comme ce que j'avais mis dans mon appli Java. Mise à jour, combien de temps il me reste? Excusez-moi. Ok, 5 minutes. Très bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à jour le code source. Alors, j'ai pris un exemple un peu compliqué peut-être. L'idée, c'est que je vais intégrer Log4j, je vais prendre un fichier de configuration que je vais mettre à l'extérieur, et je vais avoir le propre fichier de configuration de mon appli que je veux avoir à l'extérieur de mes containers, de manière à pouvoir facilement changer la configuration, changer par exemple la base de données sur laquelle je me configure en fonction de l'environnement. Est-ce que je suis en dev, est-ce que je suis en test, est-ce que je suis en prod? Tout ça, on va le faire à l'extérieur. Et pareil, mon Log4j Properties, en fait, je triche un peu. Je veux qu'il soit à l'extérieur de mon WAR. En général, on l'a dans le WAR ou d'une autre manière. Moi, je veux pouvoir l'avoir dans mon container et pouvoir aller modifier ça à la main. Donc ça, c'est le Java pour le faire. C'est pas très intéressant. Le point important, c'est que je vais recréer mon image web app. Cette fois-ci, ça va être la version 2. Je vais la taguer pour la préparer comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais vérifier mes images. J'ai bien maintenant une version 2 ici de Web Apps. Je vais la pousser vers la registry, donc en faisant un gcloud docker push. Et ensuite, je vais aller modifier juste mon fichier YAML pour lui dire, au lieu de prendre la version 1, prends-moi la version 2. Donc en fait, juste en modifiant cette information-là, et en faisant donc soit un apply, soit en supprimant et en recréant ma ressource, ce que je fais ici, ça va mettre à jour mon application. Le service, il tourne toujours, l'adresse IP externe, elle tourne toujours, on peut toujours y accéder, simplement, je le mets à jour. Alors, un petit mot sur les secrets et config map, c'est d'autres ressources Kubernetes qui vont permettre de passer des informations à Kubernetes. On va s'en servir par exemple pour les fichiers de configuration ou pour tout ce qui est secret, mot de passe, certificat, etc. Et en gros, ils seront montés au démarrage du pod dans le container comme si c'était des volumes. Donc je crée un config map, je crée un répertoire qui s'appelle config webtest, j'y crée dedans mes 2 fichiers, log4j properties et webtest app properties. Je crée un config map avec cette ligne de commande là qui dit prends les infos de ce répertoire. Et en fait, donc je peux regarder le contenu de la config map elle-même, mais surtout, je vais aller modifier ici mon déploiement pour lui dire j'ai une config map que j'ai créée qui s'appelle myconfigmap. Je veux que tu me la montes dans le répertoire config/webtestapp et
au démarrage de mon container, quand j'irai dans ce répertoire-là, j'aurai accès à mon fichier externe log4j .properties et mon fichier app.properties. Donc c'est un moyen assez simple d'injecter de la configuration qui pour le coup pourra être différente suivant l'environnement, différente suivant le cluster sur lequel on le déploie. Donc je recrée mon déploiement, je vérifie les pods, je peux me connecter directement en spécifiant le -c dans le container Tomcat, y exécuter bash sur ce pod-là, donc le pod que j'ai trouvé ici, et c'est comme ça que je vais pouvoir aller voir dans le répertoire config web test app que j'ai bien les deux fichiers que j'ai montés. Ces fichiers ne sont pas dans l'image du container, ces fichiers sont montés au démarrage pour la configuration. Voilà, donc je vérifie, je peux créer mon service, je vérifie, je le teste depuis le navigateur, j'accélère un peu, voilà, la nouvelle version. Monter en charge, juste quelques mots, ouais, donc ça c'est pour la version 3, bon, peu importe, je vais passer. Je vérifie mes pods, voilà. Pour monter en charge, je peux utiliser la commande scale, où je lui dis simplement, au lieu d'avoir un seul réplica, c'est-à-dire un seul pod de mon application, j'en veux deux. Et en fait, si je fais un getPod juste après, je vois bien que j'ai deux pods différents, avec chacun leurs deux containers qui fonctionnent. Ils sont attachés au service et au load balancer, puisqu'ils ont le même label qui est le label destination. J'accélère. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure, l'affinité. Hop, je crée mon service. Et là, je vais pouvoir tester tout simplement, par exemple en faisant des wget, en appelant mon application web test app plusieurs fois, que parfois, celui qui répond, c'est le pod JSHBM et parfois, c'est le pod UDF C9. Donc ça illustre en plusieurs appels que j'ai bien plusieurs réponses. Je peux, dans certains cas, avoir du scaling automatique en fonction de métriques, c'est-à-dire avoir des nœuds qui sont rajoutés si mes pods sont trop utilisés pendant des pointes le soir ou pendant les fêtes, enfin peu importe, automatiquement pour moi. Et voilà, je peux avoir accès au log, ça bon, c'est pas très grave. Le dashboard, alors dashboard c'est un truc intéressant que vous pouvez être amené à aller voir. Bon, j'ai expliqué comment se lancer, voilà, qui vous montre une vue globale de votre installation Kubernetes, qui maintenant est standard dans Kubernetes, c'était pas le cas au départ, mais c'est très pratique pour aller chercher des informations. J'ai fini, bon, ça c'est un peu, hop, voilà. Juste un dernier mot sur l'écosystème. Il y a beaucoup d'applications qui se créent autour de l'écosystème Kubernetes, c'est le dernier, notamment Helm qui est très très bien, qui est une espèce de yum pour Kubernetes qui va vous permettre d'installer des applications de manière automatique, de faire du rollback automatique, etc. C'est vraiment très pratique à regarder. Kubernetes, une application cliente sur votre machine qui vous montre aussi l'état en temps réel, tous les outils d'installation si jamais vous voulez l'installer sur vos machines à vous, et Minikube qui est vraiment très bon pour installer en local sur votre portable et faire du Kubernetes en local. J'ai fini.